Bonjour, bienvenue sur le cours qui concerne la télésurveillance médicale de l'insuffisance cardiaque chronique. Je vais vous parler pour ma part du cadre réglementaire. Vous verrez avec les collègues un peu plus tard la mise en pratique concrète de tout cela. Donc ce que nous allons voir dans ces vidéos, pour une première partie, nous aborderons le contexte et les enjeux de la télésurveillance sur les aspects depuis le départ, c'est-à-dire la e-santé, le numérique en santé, pour arriver jusqu'à ce niveau de la télésurveillance. Ensuite, dans une deuxième vidéo, je vous parlerai du processus de mise en place de ces dispositifs de télésurveillance sur les aspects réglementaires, techniques. Et enfin, pour une troisième vidéo, nous parlerons des risques et des points de vigilance à avoir en activité de télésurveillance. Alors si on reprend donc sur cette première vidéo de la e-santé à la télésurveillance, on va tâcher de comprendre le contexte et les enjeux de cette activité, donc une vision globale d'abord, puis la définition de mots-clés, de la grammaire si vous voulez de base à acquérir. Ensuite, pourquoi télésurveiller l'insuffisance cardiaque et enfin, comment s'y retrouver dans ces textes et ces obligations. Donc, les concepts de santé numérique, vous avez plusieurs grands mots comme ça à repérer. Tout d'abord, la e-santé qui est le grand cadre général dans lequel s'inscrivent toutes ces activités. Donc, la e-santé, c'est quoi? C'est toutes les technologies et les outils numériques utilisés en santé, quelle que soit leur finalité. Donc, vous voyez à gauche, là, je vous ai montré quelques exemples, mais ça va de l'ordre de la prévention, du suivi, de la communication, mais aussi, par exemple, la formation des professionnels, tout simplement. Tout ce qui concerne la santé, de près, de loin, et qui utilise du numérique, concerne la e-santé. Donc, dans cette e-santé, on va retrouver le cercle bleu que vous voyez, la télésanté. Donc, la télésanté, c'est la modalité, regroupe les modalités de pratique, en fait, de e-santé qui concerne le patient et donc les professionnels qui vont prendre soin de patients au travers d'outils différents que le conventionnel. Ce sont toujours des activités réglementées. Le but général, global, commun à tous, c'est de faciliter l'accès aux soins. Dans la télésanté, vous avez deux grands pans, la télémédecine et les télésoins. Donc j'ai mis les télésoins puisqu'il y a 18 professions concernées par le télésoin qui sont 18 professions paramédicales pour lesquelles elles vont pouvoir faire du soin, du suivi, de l'accompagnement, du conseil, tout ce qu'elles font habituellement en distanciel pourvu que, nous le verrons un peu plus tard, elles continuent de respecter ces professions, les besoins du patient et la qualité d'un soin comme s'il était en présentiel. Pour ce qui va nous concerner, c'est le champ de la télémédecine. La télémédecine, c'est, comme son nom l'indique, tous les soins médicaux qui sont faits en télé, c'est-à-dire à distance. Ça concerne des consultations, du diagnostic, de la prescription et des interventions médicales qui peuvent être très variées. Alors en télémédecine, quand on resserre sur cet aspect-là, il y a 5 actes qui sont bien décrits dans le Code de santé publique. Je vous ai mis la référence. Et donc, ces 5 actes-là, c'est important de les situer puisqu'ils ne sont pas tous concernés par le protocole de coopération et la délégation d'actes. Donc, si on déroule les 5, la téléconsultation d'abord, il s'agit d'un professionnel médical toujours qui consulte à distance un patient. Il peut y avoir un autre professionnel de santé qui peut être présent à ce moment-là à côté du patient, par exemple une infirmière libérale qui est au domicile du patient et qui va aider le patient à pouvoir communiquer avec le médecin au travers du dispositif qui est prévu, allumer la caméra par exemple, etc. Ça peut être un psychologue, enfin il peut y avoir différentes situations. En tout cas, c'est bien un professionnel, un médecin, qui va communiquer avec un patient et qui va donc l'examiner à distance. Ensuite, la téléexpertise, là, ça peut être un professionnel de santé, d'où le terme aussi de télésanté. Ça peut être un professionnel de santé, donc non médical, mais c'est le plus souvent quand même un médecin. En tous les cas, il va solliciter l'avis d'un professionnel, lui, qui doit toujours être médical. Donc, c'est un professionnel de santé vers un médecin et il lui demande son avis en raison de ses compétences particulières. En plus des médecins, il y a eu un ajout récent, enfin en 2022, c'est les orthophonistes qui peuvent être sollicités de cette manière.
On parle alors de requérant et de requis. Donc sur le schéma, vous voyez que le patient a un besoin, va voir un premier professionnel de santé qui ne peut répondre à sa demande ou à son besoin qu'il a évalué ou estimé. En tout cas, il voit une zone d'ombre et il a besoin d'un avis complémentaire. Il va demander à un médecin un avis spécialisé et on l'appelle à ce moment-là le requis. Troisième activité télémédecine, la télésurveillance médicale. Là, il s'agit d'un professionnel médical qui interprète à distance les données donc médicales nécessaires, qui va prendre des décisions en conséquence. Donc c'est bien un acte médical, toujours fait par un médecin. Nous le verrons avec le protocole de coopération en délégation d'actes. Alors c'est là qu'une infirmière peut agir en lieu et place, mais c'est bien un acte médical. Quatrième activité, c'est la téléassistance médicale, notamment sur les zones insulaires, c'est le plus criant, mais il n'y a pas que ça. Donc on peut assister par de la robotique ou de la lecture d'imagerie pour faire pour des choses plus simples et accessibles à envisager. Donc c'est un professionnel médical qui va assister un autre médecin à distance au cours de la réalisation d'un acte. Ça peut être aussi un professionnel de santé, par exemple des auxiliaires médicaux dans les zones insulaires qui vont agir en lieu et place d'un médecin, mais guidés par le médecin qui en fait voilà, il s'ébrasse auprès du patient, mais c'est le médecin qui décide et qui agit en fait, qui fait les gestes. Enfin, la réponse médicale qui concerne en fait la régulation médicale, donc pour dire simplement, c'est le SAMU, donc la régulation médicale d'urgence. Donc, pour le protocole de coopération, retenez que téléconsultation et télésurveillance médicale sont des actes dérogatoires prévus dans ce protocole. Commençons à situer les prérequis légaux et le cadre d'exercice en télésanté. Donc encore une fois, c'est les grandes lignes, mais c'est important de les situer. Donc il faut être professionnel de santé. Avoir une proximité géographique avec le patient, c'est important. On doit pouvoir voir le patient à un moment donné dans l'année en présentiel, sauf pour la téléexpertise, puisque là on est entre deux professionnels de santé. Mais sinon, pour tous les autres actes, le patient doit pouvoir être vu dans l'année par un professionnel de santé physiquement, par un médecin physiquement. La télésurveillance médicale fait l'objet d'une déclaration à l'ARS. Les téléconsultations font l'objet de vidéotransmissions. Il y a des choses comme ça très clés et factuelles à comprendre. Dans tous les cas, il y a toujours des comptes rendus comme toute activité de médecine et une notion importante que 20% maximum de l'activité d'un professionnel de santé peut être fait en télésanté et pas plus. Pour des raisons de remboursement et de sécurité, d'assurer qu'un médecin ou un professionnel de santé ne soit pas entièrement dans une activité à distance qui ne voit jamais physiquement de patient. À côté, vous avez la liste des choses auxquelles il faut penser. Donc, une assurance, responsabilité civile professionnelle, avec une mention pratique, par exemple, de la téléconsultation, de la télésurveillance ou de la télémédecine ou télésanté. En tout cas, il y a des points particuliers à voir avec vos assurances professionnelles. Un cadre réglementaire global dont nous allons parler, mais donc un cadre réglementaire aussi propre à chaque activité de télémédecine. Des recommandations HAS au regard. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Par exemple, pour la télésurveillance, il y a 2 avis dont on va beaucoup parler, 2022-2023. Et pour la téléconsultation, par exemple, un référentiel de bonnes pratiques est paru en décembre 2023. Et pour les téléconsultations et les télésoins, des conditions d'environnement pour mener ces activités a aussi fait l'objet d'un référentiel en février 2024. Donc tout ça sur le site de l'HAS, vous pouvez les retrouver. Ensuite, vous devez connaître les règles de protection et de sécurité des données, nous allons en parler. Donc RGPD, référentiel de l'Agence du numérique en santé, ANS. Se former, bien entendu, comme on le fait en ce moment, mais ça va très vite, donc il faut continuer de se former et être ouvert aux nouveautés et aux actualités. Il est important d'évaluer la pertinence de l'usage toujours et de le remettre en question, je vais y revenir beaucoup, et pour le patient, pour les équipes, l'organisation et les structures, quels engagements, les responsabilités de chacun. Les notions d'information et de recueil des consentements, nous en parlerons aussi, sont des points importants puisqu'il n'y a
pas que le consentement aux soins, mais là, les modalités pratiques, la gestion des données sont des notions de consentement qu'il va falloir ajouter à ses habitudes. Ensuite, deux notions importantes qui sont le respect des standards de pratique clinique et le respect des règles déontologiques et éthiques qui, elles, ne doivent en aucun cas changer sous prétexte que nous sommes à distance. Petite astuce pratique que je vous ai mis sur le côté, la carte ICPS. Donc vous avez des cartes CPS en tant que professionnel de santé, vous pouvez l'avoir de façon numérique. Je vous invite vraiment à télécharger cette modalité depuis vos téléphones pour des facilités vraiment pratiques des outils numériques en santé. Alors, rentrons dans la grammaire de base. Les données de santé, pour commencer. Qu'est-ce qu'une donnée de santé? 3 catégories de données de santé. Les données de santé par nature, les données de santé par croisement ou les données de santé par leur usage et destination au plan médical. Par nature, c'est ce qui va plus de soi facilement pour nous tous. Les antécédents médicaux, les maladies, diagnostics, résultats d'examen, traitements, notions de handicap, etc. Deuxième point qui devient un peu plus subtil, ce sont les données de santé par croisement, c'est-à-dire que des données colligées vont permettre de tirer une conclusion sur l'état de santé ou le risque pour la santé d'un patient. Par exemple, un poids croisé avec un nombre de pas, une tension, un âge, etc. peut donner une idée de l'état de santé d'un patient, alors cela devient une donnée de santé. Ensuite, il y a les données de santé par leur usage et destination. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'usage qu'on va faire de cette donnée. Typiquement le poids dans l'insuffisance cardiaque pour la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque ou la surveillance, même la surveillance physique. Le poids du fait qu'elle est adressée à un cardiologue devient une donnée de santé puisque c'est un poids qui est adressé dans un usage particulier de suivi médical. Donc on peut comprendre que le patient est insuffisant cardiaque de ce simple fait d'associer la transmission d'un poids à un cardiologue. N'entre pas donc dans ces notions de données de santé, et bien à l'inverse, une donnée qui n'a pas de destination d'usage ou qui ne permet pas un croisement. Donc par exemple une application sur son téléphone portable qui collige un nombre de pas par jour, toute seule en soi n'est pas une donnée de santé. La confidentialité maintenant, toujours dans la grammaire de base. On parle de confidentialité très souvent dans nos métiers, médicaux, paramédicaux. Mais on parle aussi de confidentialité de plus en plus avec toute cette ambiance de e-santé. Donc entre juristes, soignants, informaticiens, patients, industriels, finalement, on ne parle pas forcément de la même chose, ce pourquoi j'ai voulu y consacrer un petit peu de temps ici. Confidentialité médicale se raccroche à secret médical. Vous connaissez ça très très bien. Ce sont nos obligations éthiques et déontologiques, morales, pour tout professionnel de ne pas divulguer une information qu'il va recueillir auprès d'un patient par déduction, directement ou indirectement. Ça, ce sont le niveau de confidentialité qu'on connaît par rapport au secret médical. Et confidentialité des données de santé, ça concerne la protection technique et juridique de ces fameuses données de santé qu'on vient d'expliquer. Donc tout ce qui est une donnée stockée et qui concerne la santé d'une personne, et quel que soit le support numérique ou papier, dossier électronique ou base de données, même papier en fait, c'est une donnée de santé et qui exige des règles de confidentialité, donc de non-dispersion, non-diffusion, etc. et donc de protection. Ce qui rassemble bien les deux, c'est le secret médical partagé qui est une notion importante et qui est dans le Code de la santé publique, qui prévoit que dans le cadre d'une équipe, quelque chose qui est de l'ordre de la confidentialité dans un box de consultation est réputé un secret partagé pour une équipe qui va devoir prendre en soin un patient et donc assurer une continuité de sa prise en charge de façon sécuritaire et donc être informé de ce qu'il se passe pour lui. Entrons maintenant plus précisément dans la télésurveillance. Alors comment pouvez-vous trouver une définition réglementaire, la définition de la télésurveillance pour savoir de quoi il s'agit? Sur un moteur de recherche, tout simplement, tapez, et donc je vous invite à le faire en parallèle du cours. Si vous avez votre téléphone à côté de vous, regardez donc, et vous tapez définition réglementaire de la télésurveillance ou définition de la télésurveillance médicale. Vous faites entrer.
Je le fais en même temps que vous. Et vous allez tomber, vous voyez la page web qui s'ouvre et vous avez Légifrance qui arrive en première, en deuxième ou en troisième intention. Tout ce qui est réglementaire, c'est Légifrance. Il ne faut pas aller chercher plus loin, il faut aller sur Légifrance. Je veux du réglementaire, je clique sur Légifrance. Ce qu'on va voir là, c'est que on va regarder où est-ce qu'on tombe dans les textes de loi ou dans les codes. Et donc, on va s'apercevoir que la télésurveillance, là où on va retrouver sa définition réglementaire, c'est dans le code de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que la télésurveillance fait l'objet de remboursement sous réserve de conditions. Donc, si on rentre dedans et qu'on le lit, je le lis avec vous, vous pourrez le relire du coup maintenant que vous savez trouver le chemin pour le trouver. Les définitions, donc la définition réglementaire de la télésurveillance contient plusieurs niveaux d'obligation. Donc, un élément important, c'est que la télésurveillance n'est pas du télésuivi. Pourquoi? Parce que le télésuivi, c'est suivre à distance sans règle particulière. La télésurveillance, je vous l'ai dit, est l'objet d'une loi avec une définition des actes de télémédecine. Et donc, il y a ces articles dans le Code de la sécurité sociale, et nous verrons après dans le Code de la santé publique pour les usages. Donc, il faut, pour que ce soit reconnu comme télésurveillance, en premier lieu, un DMN, dispositif médical numérique, c'est-à-dire concrètement quoi? Une plateforme ou une application qui collecte de la donnée via du matériel connecté ou de la saisie manuelle. Donc, on peut récupérer un poids par une balance connectée ou le saisir manuellement. L'important, c'est que ça arrive dans une plateforme qui elle est numérique et qui collecte cette donnée. Deuxième élément, cette plateforme doit analyser les données de façon automatique et non humaine. C'est une machine qui collige la donnée et qui en fait quelque chose. Elle en fait quoi? Elle va faire des alertes. Donc elle doit émettre une alerte, automatique également, et non par un regard humain. Sinon, c'est plus de la télésurveillance. Elle va mener et émettre ces alertes en fonction de seuils que vous allez paramétrer. Et c'est le médecin dit opérateur, donc médecin télésurveillant, qui est garant et qui a la responsabilité de s'assurer que ces seuils sont justes et adaptés. Ils peuvent être uniques pour tous les patients, c'est-à-dire pour une même équipe et tous les patients suivis par cette équipe, les seuils vont être les mêmes, ou personnalisables par patient. Ça dépend des plateformes que vous choisissez. La formation du patient est aussi prévue dans ces règles, donc un patient doit être formé à l'usage de l'outil, obligatoirement. Il doit y avoir un filtrage médical après l'émission de ces alertes, et ce filtrage médical est donc forcément humain. Enfin, il y a des éléments qui peuvent être optionnels selon l'objet de la télésurveillance, c'est le cas en insuffisance cardiaque, de l'accompagnement thérapeutique ou des dispositifs connectés pour la fiabilité des données analysées. Continuons sur la grammaire de base. Nous parlons souvent de faire de la télésurveillance. Les gens vont dire les uns les autres ou vous-même, je fais de la télésurveillance. On va entendre traiter une alerte ou gérer une alerte. Tout cela n'est pas tout à fait la même chose et c'est important de le situer puisque c'est là où l'acte médical et la manière de travailler de chacun et donc la participation de professionnels paramédicaux, souvent infirmiers, c'est là que ça se joue sur qui fait quoi. Traiter une alerte, c'est appeler le patient, évaluer la situation et transmettre qu'il y a eu une alerte. À ce moment-là, on traite l'alerte. On a une alerte et on en fait quelque chose. Gérer une alerte, là, c'est aller plus loin. C'est consulter, examiner le patient, à distance ou en présentiel, ajuster du traitement, réorienter et contrôler. Donc, c'est décider et suivre derrière. Là, on gère une alerte. Donc, faire de la télésurveillance, en fait, c'est les deux. On traite à la fois l'alerte et on la gère. Une infirmière, par exemple, qui va participer à la télésurveillance sans faire la totalité de la télésurveillance, va traiter les alertes, mais ne va pas gérer les alertes. Donc, si on se résume, faire de la télésurveillance entièrement, c'est relever et trier des alertes, vérifier et analyser chaque situation, décider de la conduite à tenir, y compris ne rien faire est une décision de conduite à tenir qui n'est pas toujours la plus simple.
Vous le verrez avec les collègues qui vous parleront plus précisément de tout cela. Assurer l'accompagnement thérapeutique dans le cas de l'insuffisance cardiaque. Anticiper les ruptures de soins et prévenir les risques. C'est un enjeu important de la télésurveillance. On ne fait pas que recueillir des alertes, on prévient aussi les risques par une connaissance fine des patients. Et enfin, c'est organiser la suite pour décider de l'arrêt ou du renouvellement de la télésurveillance. Donc, on organise la suite de l'histoire. Donc, les ISPIC, encore une fois, vont tout pouvoir faire, puisque par dérogation d'acte, cet acte médical est transféré à vous, infirmiers, formés à l'insuffisance cardiaque. Pour vous situer le champ de la loi, donc l'origine de la télémédecine, ça commence par une loi qui est la loi HPST, donc 2009. C'est à ce moment-là que s'ouvre ce chapitre dans le Code de la santé publique télémédecine, où on va retrouver la définition des 5 actes de télémédecine que je vous expliquais tout à l'heure. Ensuite, une expérimentation a été mise en place, étape, avec plein de textes qui se sont succédés, des décrets, des arrêtés qui ont permis, donc notamment pour la gestion de données, mais aussi expliquer le cahier des charges de comment il fallait s'y prendre, quelles étaient les conditions, d'abord quelques régions, puis plusieurs, puis toutes, etc., etc. Et donc de cette pratique expérimentale en est sortie une réglementation qui est devenue pérenne depuis 2023 précisément. Entre-temps, en 2018, tout ce qui était CNIL est devenu une réglementation européenne obligatoire et donc a remplacé les décrets de l'époque. La crise Covid est passée par là avec des changements de conditions de réalisation, mais aussi de critères d'inclusion des patients, donc avec des allers-retours qui se sont faits pendant cette période, mais qui aussi ont marqué les manières de s'y prendre aujourd'hui. Notamment la télésanté qui est devenue le nouveau terme qui convient pour englober à la fois la télémédecine et le télésoin, mais aussi le fait que des paramédicaux peuvent intervenir dans certains actes de télémédecine. Et donc, fin 2021, est actée une reconnaissance de cette télésurveillance comme quelque chose de nécessaire, d'utile et d'efficace pour les patients, et donc la proposition d'un passage en droit commun, c'est-à-dire un remboursement général de la télésurveillance pour certaines conditions. Tout cela prend du coup un petit peu de temps. En 2022, avis HAS et en janvier, puis 2 décrets qui vont paraître en fin d'année 2022 pour donner les enjeux de déclaration d'activité et les conditions de remboursement. Puis un deuxième avis HAS et en 2023 apparaissent de façon beaucoup plus concrète et factuelle décrets et arrêtés qui expliquent à la fois la manière de s'y prendre, donc pour chaque pathologie un arrêté différent. Pour celui de l'insuffisance cardiaque, c'est l'arrêté du 22 juin 2023. Très important à retenir, c'est votre cahier des charges. C'est là que tout est écrit sur ce qui doit être fait, ce qui peut être fait et comment il faut s'y prendre. Les autres arrêtés et décrets sont plutôt destinés au forfait, donc à la valorisation de cette activité. En termes de valorisation, c'est rajouté pour des raisons de modèles médico-économiques. Le 21 décembre 2023, les cardiologues ont réussi à convaincre qu'il fallait majorer ces forfaits dans certaines conditions quand les patients étaient particulièrement graves et sévères pour des raisons de temps utiles pour suivre ces patients à distance. Date importante, juin 2026, qui est devant nous. Il y aura un bilan à 3 ans du droit commun qui a été déjà annoncé donc il y a 3 ans. Et donc, il est possible qu'il y ait des changements. Et donc, soyez attentifs de suivre ces changements éventuels ou pas pendant l'été 2026 ou à la rentrée 2026. On continue crescendo. J'espère que ça va pour vous tous. Donc, 2 avis HAS que je vous ai indiqués. Vous verrez à chaque fois que j'ai écrit avec un fond vert, je fais référence à ces recommandations HAS. Dans les arrêtés, tout n'est pas repris. Par contre, les arrêtés commencent par au vu de, au vu de, au vu de. Et dans le au vu de, il y a l'avis HAS, les avis HAS. Donc c'est important de savoir qu'ils existent et que vous sachiez retourner à la source
si vous vous posez une question pratique ou que vous cherchez le sens à donner à quelque chose que vous ne trouvez pas peut-être logique à un moment donné. Le premier avis de 2022 vous situe le contexte et l'intérêt de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, notamment son aspect, le fait que l'insuffisance cardiaque doit être à ce moment-là vue comme une maladie chronique, évoluée. Il y a un glossaire, vous allez retrouver un glossaire, on va le parcourir rapidement, mais juste quelques points clés, mais il est beaucoup plus complet que ça. Un glossaire avec tous les mots de base de la grammaire de la télésurveillance médicale. Et ensuite, il situe les arbitrages entre étapes et le droit commun, donc entre l'expérimental et ce qui est devenu pérenne, ce qui peut être intéressant pour vous pour comprendre certains arbitrages. Le deuxième avis de 2023, il va plus loin dans le rôle de chacun. Il liste des indicateurs attendus pour l'évaluation notamment qui va être utilisée pour juin, et il explique à nouveau des arbitrages qui ont été du coup finaux. Ces avis nous rappellent en premier lieu la prise en charge conventionnelle de l'insuffisance cardiaque, puisque c'est par rapport à cette prise en charge conventionnelle que la télésurveillance doit se positionner, et si elle perdure, parce que ce serait, et ce ne sera que, parce qu'elle prouve qu'elle fait mieux, qu'elle apporte quelque chose en plus de la prise en charge conventionnelle. Donc, le patient, je vous l'ai dit, doit être insuffisant cardiaque chronique. On n'est pas dans l'aigu, on est dans le chronique. Deuxième élément, l'objectif c'est de réduire la morbimortalité, d'améliorer les symptômes, la fréquence des épisodes de décompensation, et ce qu'on retrouve un peu plus bas écrit en quatrième point, et c'est là que la télésurveillance va plus loin même que la prise en charge conventionnelle, c'est de détecter le plus précocement possible les décompensations afin d'éviter ces hospitalisations. Enfin, le troisième niveau de la prise en charge conventionnelle qui est rappelé là, c'est le profil des patients qui sont concernés, le suivi qu'ils doivent avoir, que cela doit engager l'implication des patients, que les aidants doivent être pris en compte, qu'il y a une notion de connaissance d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique, et que l'efficacité des traitements doit être vue, réévaluée et ajustée, et que la fréquence de ces consultations des patients insuffisants cardiaques doit suivre un rythme très régulier, y compris avec le médecin traitant et le cardiologue traitant. On voit que ça va jusqu'à 12 dans les recommandations. 12 fois par an, le patient en classe NYHA3 devrait voir son cardiologue. Dans les faits, on sait très bien que c'est très compliqué et c'est là que la télésurveillance joue un rôle vraiment important. Alors, le glossaire de la télésurveillance. TLSM, important de rajouter le petit M. TLS tout court, si vous tapez ça, souvent vous allez tomber sur télésurveillance de la maison ou rien à voir avec la santé. Opérateur de télésurveillance, c'est vous. Alors plus exactement, c'est le médecin télésurveillant responsable de votre équipe de télésurveillance. Mais au sens opérateur, on entend une équipe, un professionnel médical ou toute son équipe. Donc vous êtes englobé dans ce terme opérateur de télésurveillance. Ça peut être dans une activité libérale, privée, publique, dans une structure de santé, un hôpital, etc. DMN, je vous l'ai dit, dispositif médical numérique. Exploitant. L'exploitant, c'est vos industriels. Enfin, ce sont tous vos industriels. Donc, c'est ceux qui fabriquent la solution et qui assurent sa commercialisation. D'autres termes que je ne vais pas détailler, mais voilà, c'est juste pour vous indiquer qu'il y a aussi des acronymes. PSDM, prestataire de services, distribution de matériel, si ça passe par un tiers pour la logistique, et des organismes intéressants de connaître, puisque c'est eux qui se prononcent et qui défendent les enjeux de télésurveillance, dont vous pouvez entendre parler dans des communications variées. Autorisation, donc maintenant, je vous ai dit par arrêté, et il y a en fait deux modalités possibles. Alors, c'est très technique, mais ça devient important de le situer pour vous tous. On parle en télésurveillance de ligne générique ou de nom de marque. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est que quand une maladie peut être surveillée par différents dispositifs, ou plus dit différemment, il existe plusieurs solutions de télésurveillance, plusieurs DMN, dispositifs médicaux numériques, qui permettent de surveiller la même chose
Dans ces cas-là, c'est plutôt les professionnels de santé, notamment à travers des CNP, des conseils nationaux professionnels, donc par exemple pour nous les cardiologues de France, qui vont dire « nous souhaitons tous avoir de la télésurveillance ». Dans ces cas-là, le législateur se prononce, le ministère, en faveur d'une ligne générique. Il va regarder par rapport à la prise en charge conventionnelle si toutes les solutions de télésurveillance, qu'est-ce qu'elles embarquent et qui est commun à tous. Comme il y a eu l'expérimentation étape, eh bien nous avons retrouvé en premier lieu dans le passage en droit commun, en ligne générique, les pathologies que vous connaissez et dont on entend toujours parler, diabète, insuffisance cardiaque chronique, insuffisance rénale chronique, insuffisance respiratoire chronique. Et il y a aussi toutes les prothèses cardiaques implantables qui étaient déjà l'objet de télésurveillance depuis très longtemps en fait. Ça fait 20 ans qu'il y a de la télésurveillance de ces prothèses, mais elles n'étaient à ce moment-là pas remboursées. Ensuite, à côté, il y a, la loi prévoit de la télésurveillance dite en nom de marque. Alors là, à ce moment-là, c'est à la demande de l'exploitant qui aurait ou qui a développé plutôt une solution pour la surveillance d'un problème de santé très précis, et il est seul à pouvoir assurer cette télésurveillance. Donc je vous ai mis plusieurs exemples. Le dernier en date, Latitude Clarity pour les syncopes inexpliquées. Le premier, c'était Résilience pour l'oncologie. Il y a les lombalgies, etc. Donc, c'est télésurveillance en don de marque. Donc, c'est un industriel, il n'y en a qu'un, qui va faire ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire. Une particularité pour nous, c'est Satellia Cardio, qui en mars 2025 a été reconnu en nom de marque pour avoir déposé des résultats d'études. Ça va être revu en juin 2026, puisque cette étude sur laquelle ça repose cette demande est en fait en comparaison de la prise en charge conventionnelle et non par rapport aux autres manières de prendre en charge la télésurveillance insuffisance cardiaque. Ce que prévoit la loi et qui est important à situer ici aussi, c'est que si derrière, par exemple, Latitude, Clarity, d'autres prestataires se mettaient à faire la même chose aussi bien, alors ça pourrait devenir de la ligne générique. De l'autre côté, en haut, vous voyez, si une marque est mieux disante, c'est comme ça que c'est écrit, si une marque est mieux disante, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup mieux que les autres, alors le législateur se garde le droit de dire que toutes les autres doivent arrêter de faire ce qu'elles font parce que c'est moins bien et que chaque patient de France doit pouvoir bénéficier du meilleur des soins possibles. Donc à ce moment-là, si une marque est mieux disante, elle prendra le lead et elle deviendra la télésurveillance de référence en nom de marque. Périmètre de la télésurveillance, donc insuffisance cardiaque maintenant, donc en ligne générique. Pour Satellia, c'est exactement la même chose par rapport au nom de marque. En fait, on retrouve exactement la même chose puisqu'il y a cette particularité qui va être certainement régulée en juin, puisque c'est les mêmes périmètres, les mêmes conditions, les mêmes enjeux et les mêmes objectifs. Donc les critères d'inclusion, patient, vous allez le revoir beaucoup plus avec les infirmiers cardiologues, donc je passe très très vite, mais les critères d'inclusion, hospitalisation dans les 12 derniers mois, ou des conditions de NYHA supérieures à 2 ou avec un NT-proBNP supérieur à 1000, des critères de non-inclusion, et ça c'est important de les situer, une impossibilité physique, psychique de suivre et de gérer le matériel de télésurveillance, un refus d'accompagnement thérapeutique ou un refus de transmission des données est rédhibitoire, vous ne pouvez pas inclure le patient. Ce que j'ai laissé en bleu et que j'ai barré, c'est ce qu'il y avait dans étape, et c'est, je trouve, assez intéressant de les garder en tête puisque ça reste vrai qu'il n'est pas forcément très judicieux d'inclure un patient en télésurveillance, insuffisance cardiaque en tout cas, s'il a une insuffisance hépatique sévère ou qu'il est en dialyse chronique, par exemple, pour des raisons évidentes de suivi de poids. Il y a des prérequis administratifs, déclaration à l'ARS, nous allons le voir tout à l'heure, notion d'assurance, des marchés publics, si vous êtes dans un hôpital public, vous ne pouvez pas prendre tous les prestataires que vous voulez, il doit y avoir un appel d'offres avec un marché public. La notion de traçabilité, il y en a beaucoup multiples, qu'il faut repérer et connaître, et des indicateurs qu'il va falloir suivre, et la DGOS, le ministère de la Santé, va venir vous voir pour
des enquêtes régulières, peut-être annuelles, en tout cas on a déjà eu une, pour suivre le fonctionnement et l'impact de cette télésurveillance. En termes de personnel, l'inclusion peut se faire par un cardiologue, un médecin généraliste, un gériatre ou une infirmière s'il y a le protocole de coopération. Ça, c'est pour la prescription en fait. Le télémonitoring, c'est-à-dire la télésurveillance, elle peut être assurée que par un cardiologue ou une infirmière avec le protocole de COP, par délégation d'actes, ou un médecin traitant, par contre, s'il a le DU insuffisance cardiaque. L'accompagnement thérapeutique, vous tous, vous pouvez le faire, mais il faut au moins un membre de l'équipe. Donc ça, c'était aussi un petit changement, mais un seul membre formé aux 40 heures ETP suffit dans une équipe. Évidemment, la recommandation, c'est que tout le monde soit formé. Mais un seul suffit déjà pour démarrer. Ensuite, les alertes techniques. Là, c'est la place des industriels, avec des algorithmes qui sont ficelés, vérifiés, verrouillés. Mais il va et vient, je vous ai expliqué, avec le cardiologue télésurveillant qui est garant aussi du paramétrage de ces algorithmes qui correspondent à ses besoins pour le suivi des patients. Donc, pour bien marquer le coup, dans notre affaire avec le protocole de coopération, il faut bien ne pas perdre de vue qu'il y a deux socles qu'il ne faut pas dissocier. D'un côté, tout ce qui concerne la télésurveillance médicale qu'on est en train de dérouler maintenant. De l'autre côté, tout votre cahier de protocole de coopération avec les armes décisionnelles qui disent ce que vous pouvez faire et jusqu'où vous pouvez aller. Donc il ne faut pas, l'un ne remplace pas l'autre et l'un n'est pas plus fort que l'autre, c'est les deux combinés. Vos actes dérogatoires en clair par rapport à la télésurveillance, vous pouvez absolument tout faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire poser l'indication, prescrire cette télésurveillance, décider des conduites à tenir, de faire, de ne pas faire, téléconsultation, donc c'est-à-dire consulter en présentiel ou en distanciel en cas de décompensation, et orienter le patient. Nous continuons d'avancer maintenant pour les conditions de remboursement. Alors ça, c'est dans le code de la santé, de la sécurité sociale, pardon, que nous avons trouvé tout à l'heure quand vous avez fait votre petite recherche sur le téléphone. Les conditions sont lesquelles? Il faut être inscrit sur, enfin la solution que vous choisissez doit être inscrite sur la liste de l'arrêté ministériel. Cette inscription sur liste se fait sur avis de la Haute Autorité de Santé à la demande, donc je vous ai dit, des professionnels ou des exploitants, ligne générique ou nom de marque. En tout cas, cette solution est sur une liste officielle. Ensuite, il doit y avoir les exigences d'opérateurs qui sont assurés. Vous êtes formé, vous avez les moyens, vous êtes installé, vous êtes organisé, etc. Donc il y a un cahier des charges, c'est celui du 22 juin. Obligatoire si vous voulez prétendre à un remboursement de votre activité. De la même façon, il y a des exigences minimales requises pour l'exploitant. Il doit avoir un certificat de conformité avec un numéro de conformité de certificat qui lui est attribué, et c'est l'Agence du numérique en santé qui vérifie ses conditions d'interopérabilité de sécurité. Il n'empêche que vous devez quand même vérifier qu'il a bien ce numéro, et cette conformité-là, ne pas perdre de vue que l'ANS va regarder les conformités par rapport à son référentiel, mais tout ce qui relève par exemple du secret professionnel, de la confidentialité, etc., ça c'est pas l'ANS qui va le vérifier, c'est vous qui devez pas perdre la boussole de vos habitudes et de vos règles professionnelles. Quatrième élément, l'utilisation effective du dispositif par le patient. Si le patient n'utilise pas correctement ou régulièrement la télésurveillance, alors il faut arrêter, tout simplement. Donc une condition de remboursement, c'est que le patient ait bien compris l'usage de cet outil, qu'il remonte les données régulièrement comme c'est prévu, et que vous réévaluez régulièrement aussi avec lui si c'est toujours nécessaire, utile et efficace avec lui. Cinquième et dernier élément, l'obtention de résultats, alors c'est un terme un peu technique, individualisés et ou nationaux d'utilisation en vie réelle. Grosso modo, retenez que ce sont le suivi des indicateurs macro à l'échelle nationale
qui cherchent à situer et qui chercheront à situer régulièrement le bénéfice, l'impact de la télésurveillance chez les patients insuffisants cardiaques en termes donc d'une vision beaucoup plus large de santé publique. Je vous ai mis ici le potentiel, hein, c'est quand même 1 million, plus d'1 million de patients potentiellement sujets à bénéficier de la télésurveillance en insuffisance cardiaque chronique. Donc ça représente quand même beaucoup de patients et donc c'est normal que ce soit regardé de très près vu les coûts que ça peut générer. Donc il faut prouver l'intérêt. Ces indicateurs de performance, c'est pour que vous sachiez que c'est dans ces avis HAS, un fond vert, donc avis HAS, les taux d'hospitalisation, puisque c'est l'objectif, hein, de réduire ces hospitalisations. Donc c'est en principal cela qui va être regardé, qui est regardé. Taux d'hospitalisation, taux de passage aux urgences, la qualité de vie, donc avec des questionnaires qu'il va falloir conduire. C'est pas encore tout à fait le cas partout et généralisé. Petit à petit, ça va se mettre en place. Il y a aussi la notion de bien-être au travail, hein, donc pour vous tous. Et puis aussi la notion d'égalité de prise en charge, c'est-à-dire une répartition géographique et un accès équilibré pour tous les patients qui pourraient en bénéficier. Je vous ai parlé de la ligne générique et du nom de marque particulier, notamment pour Satellia. Donc à suivre pour tous en juin 2026. Quelles seront les règles? Si elles auront changé, pas du tout, un peu ou beaucoup. Difficile de le dire aujourd'hui, donc à surveiller juin 2026, c'est en tout cas la date de revoyure de tout ce que je suis en train de vous raconter. Où trouver donc le cahier des charges maintenant pour la télésurveillance, ce fameux cahier des charges du 22 juin. Vous oubliez que c'est le 22 juin, comment faites-vous? Eh bien alors vous allez simplement dans le moteur de recherche, taper arrêter télésurveillance insuffisance cardiaque par exemple. Et tout de suite, vous voyez sur la capture d'écran, vous tombez sur Légifrance, arrêté du 22 juin 2023. C'est votre cahier des charges, c'est celui-là qu'il faut absolument connaître. Ça vaut le coup de l'avoir pas loin. Imprimez-le si vous voulez. En tout cas, ayez-le sur vos ordinateurs ou sachez y retourner facilement. Donc c'est comme ça que ça se présente quand vous allez sur Légifrance. Vous allez voir ce petit encart bleu extrait du journal officiel. C'est comme ça que cela fonctionne si vous n'allez jamais sur Légifrance. C'est important de savoir y aller. Tous vos textes professionnels sont là. Et donc vous cliquez sur, pour avoir le décret ou l'arrêté en propre, en clair, prêt à imprimer. Vous cliquez sur ce carré bleu pour avoir le document prêt à imprimer. Ce que je vous ai mis ici, c'est pour vous situer et vous resituer comment c'est écrit. C'est-à-dire que l'arrêté reprend, l'arrêté est la suite des textes précédents. C'est pour ça que vous ne pouvez pas les ignorer. Donc, les deux décrets, le décret de 2022, l'arrêté du 16 mai 2023 et les avis de la HS. Pour tester vos connaissances, je vais vous proposer, comme habituellement, un quiz en fin de chapitre sur ce cadre de l'activité de télésurveillance. Je vous invite pour l'instant à continuer la route pour comprendre le processus maintenant de mise en place de cette télésurveillance et donc de cliquer sur la vidéo numéro 2.